Nu, dit nu fauve d'Albert Marquet, 1898. Le nu, dit nu fauve, marque une première étape vers le fauvisme, tout comme il témoigne de la complicité qui unissait Matisse et Marquet lorsqu'ils étudiaient ensemble dans l'atelier de Gustave Moreau. Le modèle est debout sur une table, de 3/4 d'eau. Baigné d'une lumière qui éclaire puissamment ses formes rebondies, le corps du modèle est sculpté par des jaunes et des ocres contrastés et inattendus. Les couleurs sont employées dans des tons purs et elles sont apposées par de vifs coups de pinceau. Derrière le modèle, 2 étudiants sont consciencieusement penchés sur leur chevalet. Les 3 personnages se détachent sur un mur. Alors que le tableau se compose de 3 plans successifs très distincts, Marquet s'ingénie pourtant à déstabiliser les principes de la perspective. L'espace est compressé, aplati, comme si les éléments de la composition appartenaient tous à un seul et même plan. Cette compression de l'espace est un premier geste que Marquet développera par la suite dans ses paysages et qui spécifiera sa manière fauve. Nu à contre-jour d'Albert Marquet vers 1911. Nu à contre-jour réalisé entre 1910 et 1911 fait écho au nu dit nu fauve réalisé une dizaine d'années plus tôt. La jeune femme est debout devant une porte-fenêtre à l'intérieur de l'atelier du peintre, silhouette se détachant à contre-jour, déhanché élégant, main derrière le dos. Son visage est complètement dans l'ombre et son corps, délimité par des traits noirs abrupts, est à peine modelé. Le visage invisible nie l'identité du modèle. Le traitement de l'espace est simplifié à l'extrême, réduit à une géométrie en camailleux d'ocre et de bistre. Marquet conceptualise ici son sujet. Ce n'est pas tant le corps de son modèle qu'il cherche à rendre, mais plutôt le jeu des formes de ce corps soumis au violent contre-jour. Marquet joue également sur la confusion entre espace intérieur et espace extérieur. La fenêtre, tel un miroir posé à même le sol, semble avancer à l'intérieur de l'atelier, faisant basculer l'espace extérieur à l'intérieur. Mais cette fenêtre peut tout aussi donner l'illusion d'être une œuvre peinte, encore à l'état d'esquisse, qui diffuserait sa propre lumière. Ici, Marquet est déjà bien loin du fauvisme. Cependant, l'atmosphère chaude et sereine de cette toile, tout comme son penchant pour l'abstraction, sont les traces encore bien visibles de son expérience fauve. La femme à la rose de Louis Valtat, 1892. La femme à la rose atteste de l'attrait qu'exercent les estampes japonaises sur Louis Valtat. L'artiste reprend le format étroit et vertical des kakemonos japonais, les bannières traditionnelles nippones. Dans l'esprit de ces images japonaises, Valtat resserre son cadrage autour d'une mystérieuse jeune femme. Elle porte une voluptueuse robe blanche, resserrée à sa taille par une ceinture ornée d'une rose fuchsia. Elle se détache sur un fond plus sombre, le buste légèrement fléchi, et semble dissimuler son visage sous les tourbillons de son épaisse chevelure. La silhouette, féminine et gracieuse, semble danser devant nous. Elle dessine comme une arabesque orientale, une ligne en S qui donne toute sa dynamique à l'œuvre. Les touches serpentines et bouillonnantes de la robe accentuent le mouvement dansant. La robe, ainsi que les nuées de touches orange et vermillon du fond, donnent un caractère joyeux et coloré à l'œuvre. Naples, le voilier d'Albert Marquet, 1909. En 1908, alors que sa mère vient de mourir, Albert Marquet, très affecté, fait un premier voyage en Italie en compagnie du peintre et acteur du fauvisme Mangin. Une ville retient alors particulièrement son attention, Naples. Il revient l'année suivante, en 1909, pour poursuivre son travail de peintre dans ce port méditerranéen. C'est là qu'il peint Naples, le voilier. Un voilier et quelques barques voguant sur le faible clapot de la baie de Naples, dominé par la silhouette imposante du Vésuve. Au centre, la silhouette sombre du voilier, tel un mirage à la fois proche et inaccessible, navigue toute voile déployée. Blanc, gris, brun, ocre et bleu s'entremêlent en petites touches légères horizontales pour créer les reflets nacrés et les ombres des navires. À l'arrière-plan s'élève le Vésuve, enveloppé de brume. À peine évoqué par un mince tracé de bleu qui souligne ses reliefs, la sereine présence du volcan n'est pas sans rappeler l'apparition du mont Fuji dans les estampes japonaises. Portrait de Bevilacqua de Henri Matisse, 1905. Le portrait de Bevilacqua est le portrait fauve par excellence,
où l'expressivité des traits prend le pas sur la description. Offert par Matisse à son ami Marquet, cette toile figure Pignatelli, alias Bevilacqua, un modèle italien qui pose à plusieurs reprises pour le peintre. Ici, Matisse resserre son cadrage sur le visage du modèle qui, comme un gros plan photographique, saisit pleinement l'expressivité des traits. Le visage de l'homme, légèrement de 3/4, se tourne vers nous, mais son regard reste vague. Peut-être qu'un souvenir, brusquement rejailli dans sa mémoire, est subrepticement saisi par le peintre. Mais la mélancolie de Bevilacqua n'appartient qu'à lui. Dans ce portrait, le peintre ne cherche pas à reproduire son modèle tel qu'il est, mais plutôt tel qu'il le perçoit, en fonction de son propre ressenti. Il crée un équilibre subtil de tons froids et chauds, où les gris, les bruns et les bleus durs viennent enserrer les rouges orangés et les roses des parties lumineuses. Ainsi, le portrait devient-il, pour le peintre, une réelle recherche picturale qui lui permet de mieux exprimer le sentiment quasi religieux qu'il possède de la vie. Autoportrait d'Albert Marquet, 1904. Dans cet autoportrait, Marquet se met en scène vêtu d'une simple veste de toile marron que rehausse l'éclat de son col de chemise blanc. Les couleurs sont sobres et mesurées. La simplicité avec laquelle le peintre se donne à voir reflète bien l'homme que ses contemporains ont volontiers qualifié de silencieux, calme et sans fioritures. Pourtant, un brin de malice se glisse dans cette toile et en fait toute son originalité. Le peintre nous adresse à nous, spectateurs, un clin d'œil. Peut-être que Marquet cherche ici à se moquer d'une longue tradition d'autoportrait où chaque peintre se représente avec tout le charisme, le sérieux et la solennité requis par le rôle de l'artiste. Cet autoportrait, d'une sincérité désarmante et drôle, d'un ton presque familier, nous laisse entrevoir avec une grande justesse la personnalité de Marquet.